travail, des secteurs du travail protégés et adaptés. C'est des sortes d'entreprises dans lesquelles on ne recrute que des personnes en situation de handicap. Il existe aussi des structures plus d'insertion par l'activité économique où là ça va être des chantiers d'insertion mais qui ne regroupent pas que le handicap. Ça va être de l'insertion sociale aussi par ailleurs. Dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle, dans chaque entreprise, il y a un référent handicap qui doit s'assurer qu'il y a un recrutement, qu'il n'y ait pas de barrière en fait au niveau du handicap, à la fois pour le recrutement des personnes dans l'entreprise, pour le maintien dans l'entreprise, pour que voilà, la qualité de vie au travail soit la meilleure possible. Évidemment, ça doit aussi être la préoccupation des directeurs de ressources humaines, des chefs d'entreprise et des collègues. Hein, mais il y a quand même cette note du référent handicap qui est nommée. Et puis enfin, mais certainement pas enfin, parce que j'ai pas du tout fait une liste exhaustive des acteurs du handicap en France. Hein, il y a tout un tas d'associations de défense des droits des usagers qui œuvrent et œuvrent encore pour cette défense et la représentation globale des personnes en situation de handicap. Mais bon, en vrai, je crois que tout citoyen doit être un acteur du handicap. Ouais. Je vous ai fait un léger inventaire, mais pas non plus exhaustif, dans le secteur socio-éducatif de ce qu'il existe comme métier. Il y a des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs. Donc ceux-là, les éducateurs spécialisés, ils font un bac plus 3. Les moniteurs éducateurs, ils ont l'équivalent d'un bac. Les éducateurs de jeunes enfants, donc eux, ils ont un bac plus 3 aussi. C'est plutôt pour les enfants de moins de 7 ans. Il y a des assistants sociaux qui ont aussi un bac plus 3, qui vont s'occuper vraiment des documents administratifs et des aides à remplir, notamment avec la LDPH. Parce que c'est vrai que ces dossiers-là, qu'on ait un handicap ou pas, sont vraiment compliqués et complexes à remplir, donc ça nécessite l'aide des assistants sociaux. Il y a des éducateurs techniques spécialisés, ce sont souvent des professionnels qui ont pu être des horticulteurs, des menuisiers, des boulangers, et qui, après quelques années, décident en fait de passer un diplôme d'éducateur technique spécialisé, c'est-à-dire que du coup après ils vont transmettre leur savoir-faire à des jeunes adultes ou adultes en situation de handicap. Il y a des enseignants spécialisés, eux c'est des enseignants vraiment de l'éducation nationale qui ont une formation d'abord d'enseignants et qui vont après avoir des formations complémentaires pour se spécialiser et parfois avoir des classes avec uniquement des enfants en situation de handicap et parfois aussi ont des missions de formation des professionnels de l'enseignement général. Il y a des AESH, je crois qu'ici on dit AVS, c'est ce qu'on disait aussi en France. AESH est accompagnant des élèves en situation de handicap. Donc c'est vraiment les personnes qui vont être directement avec les élèves en fait, de l'école pour pouvoir parfois recentrer leur attention, écrire à leur place, les accompagner aux toilettes. Chercher à ce qu'ils soient les plus épanouis possibles à l'école et puis qu'ils accèdent aux diverses tâches scolaires. Voilà un petit peu, et certainement que j'en ai oublié. Un autre inventaire des métiers plutôt qui gravitent autour du handicap, qui sont plutôt des professionnels médicaux et paramédicaux. Donc on a des orthophonistes qui en France ont un bac plus 5, des ergothérapeutes qui ont un bac plus 3, qui eux vont évaluer en fait les situations de handicap de la vie quotidienne et puis après concevoir des programmes
pour pouvoir lever les barrières de leur quotidien. Il y a les psychomotriciens qui ont aussi un bac plus 3, les kinésithérapeutes qui ont un bac plus 4, les orthoptistes qui s'occupent de dépister, d'analyser les troubles visuels et puis après de rééduquer éventuellement. Il y a les psychologues que j'ai mis dans le côté médical et paramédical, mais en fait en France, c'est pas vraiment des paramédicaux puisqu'ils n'ont pas de prescription médicale et que la faculté de psychologie n'est indépendante de la faculté de médecine. Ça reste quand même des professionnels de santé mentale, donc je pense qu'en ça, on peut les mettre là-dedans, qui ont un bac plus 5. Et puis, il y a les médecins spécialisés. Il y en a vraiment beaucoup des médecins spécialistes qui vont être des vrais acteurs du handicap, mais il y a notamment, en tout cas, dans le champ de l'enfance, les neuropédiatres qui sont spécialisés en neurologie infantile. Donc, ils vont faire attention notamment à tout ce qui est affection du système nerveux, épilepsie et troubles du neurodéveloppement. Et puis, il y a les pédopsychiatres qui... Donc, en fait, ces deux médecins spécialistes, parce qu'on parlait du trouble du développement intellectuel, sont vraiment ceux qui peuvent diagnostiquer le trouble du développement intellectuel à partir du manuel diagnostic, le DSM-5. Bon, là, je vais faire un peu ma pub. On me l'a demandé, alors je le fais. Je vous explique un petit peu ce qu'est notre boîte de formation, le Labo des Herbes Folles. Juste, je peux vous dire un peu pourquoi il s'appelle le Labo des Herbes Folles. Voilà. C'est le labo parce que on a à cœur d'avoir comme appui des études scientifiques. On ne part pas à raconter, en tout cas, on s'appuie vraiment sur ce qui va être validé scientifiquement pour pouvoir après promouvoir ça. Et les herbes folles, parce que en fait, les herbes folles, c'est un peu les mauvaises herbes, celles qu'on voudrait un peu mettre à l'écart, rejeter, et alors qu'elles ont une vraie utilité dans la biodiversité. Donc on a repris ce concept un peu aussi de Joseph Chovanec de biodiversité humaine, et donc on l'a imagé par les herbes folles. D'où le Labo des Herbes Folles. Ça y est, c'était pas très clair. Hein. Et les axes principaux qu'on développe, c'est évidemment donc la transmission de connaissances, mais aussi vraiment le développement de compétences, la lutte contre les discriminations, l'accompagnement de projets, la contribution à l'innovation et à la recherche, et puis le soutien à l'émergence d'une réflexion personnelle. C'est comme ça, on se dit que les pratiques peuvent évoluer. C'est vraiment quand la personne qui a peut-être reçu un savoir ou un savoir-faire peut vraiment prendre le temps de réfléchir personnellement à sa manière de faire évoluer son regard et ses pratiques. Je ne vais pas trop vous les lire, et puis en plus je crois qu'elles rejoignent vraiment ce qui a déjà pu être dit, mais nos valeurs socles, c'est le principe d'éducabilité, l'égalité des chances, l'écologie humaniste, la conviction d'appartenance inconditionnelle, l'autodétermination, que j'ai développée, la participation, l'indépendance et la laïcité. C'est-à-dire qu'on est apolitique et aconfessionnel, quoi. Et puis donc, on a essayé du coup de pouvoir incarner ces valeurs-là au travers de différentes offres, que ce soit de la formation présentielle, hybride. Et puis là, on va développer des formations 100% digitales en distanciel. Et puis on fait vraiment de l'accompagnement et conseil du sur-mesure, c'est-à-dire que vous pouvez arriver avec vraiment un projet assez singulier, qui ne correspond pas à ce que vous avez vu dans des offres de formation. Et nous, on s'intéresse vraiment à ces projets-là pour pouvoir concevoir des contenus formation adaptés à vos besoins propres. Les différentes thématiques qu'on a déjà conçues, mais il va y en avoir d'autres à venir, concernent globalement les questions de diversité et d'inclusion,
dans différents secteurs, de petite enfance, de protection de l'enfance, mais également, voilà, plus précisément, le trouble du développement intellectuel, les troubles du spectre de l'autisme, l'autodétermination, qui nous est beaucoup commandée. Et puis, voilà, là, on va en développer d'autres, notamment sur... bah, ça y est, j'ai oublié. Bon, je sais plus. Bon, en fait, de toute façon, vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, nous contacter et puis regarder aussi sur notre site internet assez complet. Des formations hybrides. On a un podcast, si vous avez envie de l'écouter, qui s'appelle The Place to Be, qui est disponible sur Ocha notamment, et qui, dans lequel voilà, on va aborder les questions d'autodétermination notamment, mais pas que. Et puis on a sur notre site internet à disposition des lectures, des ressources à lire, à écouter, à regarder. Une petite revue que j'ai commencé à rédiger. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis je vais donner la parole à Gabriel, qui va poursuivre du coup. Oui, c'est bon. Oui, je vais brosser simplement. Bonjour à tous. J'espère que je me fais entendre au fond. Notre communication de ce jour porte sur la promotion de l'emploi inclusif ou alors l'insertion socio-professionnelle inclusive. Et nous allons, dans le cadre de cette présentation, nous sommes deux. Donc, moi, c'est Nathalie Madiessé. Je suis gestionnaire de projet et programme handicap avec 10 années d'expérience professionnelle. Et dans le cadre des travaux avec ProMandicam Association, je officie en qualité de chef de projet. Et nous travaillons avec M. Gabriel Foyan, qui est enseignant et vice-président du conseil d'administration de ProMandicam Association. Sans plus tarder, cette communication s'appuie sur un élément fondamental qui est, dans nos représentations ou alors l'imaginaire collectif, les personnes handicapées sont généralement qualifiées comme des
personnes qui ne valent rien, ou alors si on investit sur elles, c'est le poids de l'inactif. Donc il est important. L'emploi inclusif est aussi un élément de lutte contre les discriminations et ça contribue davantage à l'autonomisation et à l'épanouissement des personnes handicapées. Donc, notre présentation sera articulée en deux grandes parties. Premièrement, les considérations générales. Donc, nous allons définir les concepts, relever quelques éléments, les concepts génériques sur l'emploi inclusif. C'est un principe. Et ensuite, nous parlerons de notre cas d'école. Donc, nous qui sommes à Promandical Association, Promandical Association Emploi, et dans le volet emploi, il y a les personnes handicapées qui travaillent au quotidien et réalisent leurs objectifs de vie. Donc, premièrement, c'est quoi un emploi inclusif? Il désigne une manière d'embaucher des personnes. Cela veut dire qu'une structure accueille et intègre les personnes ayant de différentes habiletés, y compris les personnes vivant avec un handicap. À quoi renvoie une personne handicapée? Selon la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la personne handicapée se définit comme celle qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables et dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Donc ici, c'est l'article 1er de la Convention qui définit clairement ce qu'on entend par personne handicapée. Et pour parler d'emploi inclusif, je pense qu'il y a une petite culture que nous devons avoir. Et cette culture est enracinée premièrement dans le respect de toutes les personnes et de leurs droits humains, quel que soit leur sexe, leur origine, leur handicap, leur contexte culturel, leurs compétences, style de vie et idées. Donc, dans l'emploi inclusif, on prend en compte tous ces paramètres-là pour offrir à la personne qui travaille des conditions nécessaires pour lui permettre d'assurer son plein épanouissement par son emploi. Comme élément de contexte, l'emploi inclusif n'est pas venu, n'a pas apparu ex nihilo. Il y a une histoire qui accompagne cela. Et en termes d'historique, l'emploi remonte aux années 1960. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des mouvements de personnes vivant un handicap de plus en plus organisés, visibles et internationaux. Et cela entraîne un retournement sur la question. Et le constat est clair, c'est que les difficultés viennent du manque d'inclusion dans la société. Cela entraîne ce qu'on appelle le militantisme. Ça veut dire que des gens se forment avec des idéaux. Et les slogans sont les suivants. Rien pour nous sans nous. Ou alors une vie autonome et digne. Nous sommes des personnes handicapées et rien ne doit se faire en nous laissant de côté. Ça, c'est pour l'histoire. Que disent les statistiques? Ici, nous avons quelques sources, notamment le rapport mondial sur le handicap dans l'OMS de 2011, la Council for Disability Awareness de 2013 et le PNUD. Premièrement, 15% de la population vit avec un handicap. 25% des personnes qui vivent avec moins de $1 par jour sont des personnes vivant avec un handicap. 85% des handicaps surviennent en cours d'insertion professionnelle inclusive. Quels sont les leviers? Si nous invoquons premièrement le cadre juridique, et sur la brique, nous avons mis la Convention 111 pour la discrimination au travail, 1983, la Convention numéro 159 de l'OIT sur l'emploi des personnes handicapées. En 2006, la Convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Cameroun en décembre 2021 avec application définitive. Et en 2019, nous avons l'un des 7 axes du centenaire de l'OIT pour un marché de travail inclusif. Pour avoir ces éléments, nous les tirons comme référence le handicap international, projet emploi et handicap, politique handicap, la fiche technique numéro 4. Ça sont des références avant. Et
Toujours en matière d'insertion socio-professionnelle inclusive, que dit la loi nationale? Ici, je convoque la loi du Cameroun. Nous avons la loi numéro 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées qui stipule en article 38, elle recommande d'assurer l'intégration socio-économique par un accès à l'éducation dans les écoles classiques et ou spécialisées, une éducation nationale adaptée au handicap, et elle stipule également que, à compétence égale, la priorité accordée à la personne handicapée. Et plus loin, cette même loi recommande que le handicap ne peut en aucun cas un motif de rejet de leur candidature ou de discrimination. Donc, l'emploi des personnes handicapées est juridiquement ancré et la loi camerounaise a des dispositions qui encouragent que les personnes handicapées puissent avoir accès à l'emploi. Toujours au niveau national camerounais, nous avons la loi du 16 avril 2001 sur l'enseignement supérieur qui recommande premièrement la protection contre toute discrimination et ensuite encourage les institutions universitaires à prendre des mesures appropriées pour faciliter l'accès des personnes en situation de handicap. Que dit la loi concernant les femmes au niveau du Cameroun? Il y a un document de politique. Et pour les femmes dont c'est la situation de handicap, la lutte contre la double discrimination est basée sur un document de politique nationale genre pour la période 2011-2020, dont l'axe stratégique numéro 1 vise la promotion de l'accès égalitaire et équitable et à l'éducation pour les filles et les garçons. Autre levier pour une insertion socio-professionnelle inclusive, nous relevons ici le recrutement inclusif. Ici, ça concerne les recruteurs, les employeurs. Cela définit par l'égalité de chances et de traitement de tous les candidats, quelle que soit leur origine géographique, sociale ou économique. Et comme autre levier, il y a l'adaptation des postes de travail. Ici, qu'est-ce que nous mettons là? Il y a l'accessibilité du bâtiment, la flexibilité au poste, l'adaptation du matériel et, par conséquent, l'organisation inclusive du travail. Ça, ce sont les leviers sur lesquels il est important de s'appuyer pour promouvoir l'emploi handicapé. Ici également, pour que nous puissions être une organisation modèle inclusive, qu'est-ce qu'il faut? En termes d'inclusion, en tant qu'organisation, pour être un modèle en matière d'inclusion, on peut relever, premièrement, un climat d'accueil et de bienveillance entre collègues et pour les bénéficiaires, l'autonomie des personnes vivant avec le handicap. Ici, nous mettons la mobilité et les postes de travail, les coachs désignés pour répondre aux questions spécifiques, les postes adaptés pour les besoins des collaborateurs. Ici, nous interpellons les ressources humaines, la sécurité et les questions liées à la santé. Et la collaboration avec les prestataires spécialisés pour encourager l'emploi et l'entrepreneuriat des personnes. Donc, en tant que structure, si on veut être une organisation inclusive modèle, ce sont des éléments à prendre en compte. Et nous insistons ici sur le 5e qui porte sur la collaboration avec les prestataires spécialisés. Quand nous avons des offres de services, parfois il est important pour voir le talent de la personne handicapée d'offrir à ces personnes les possibilités de réaliser leurs prestations, parce que employé, on peut être prestataire également. Donc il est aussi important de leur donner la possibilité d'avoir des offres et des prestations de services. Quelles sont les étapes d'une politique organisationnelle inclusive? Nous avons des organes, mais il est important que nous puissions avoir une politique organisationnelle qui prend en compte, y compris handicapés. Quelles sont les étapes? La première étape consiste à faire un diagnostic. Qu'est-ce que nous mettons dans le diagnostic? C'est faire un état des lieux, identifier les obstacles et les facilitateurs à l'inclusion. Qu'est-ce qui nous empêche d'être inclusifs? Nous devons être capables d'identifier cela. Ensuite, toujours dans le diagnostic,
il est question d'identifier les besoins et les priorités d'action. Et à cette étape-ci, nous devons pouvoir avoir un document, un livrable, qui est le rapport de diagnostic et les recommandations de ce diagnostic, issues de ce diagnostic. Toujours pour la mise en œuvre d'une politique organisationnelle inclusive, nous avons le deuxième élément qui est le suivi. Nous avons fait un diagnostic. Il est important de s'assurer que les éléments dont nous avons captés dans l'enquête, dans la collecte de données, effectivement, nous devons mettre cela en œuvre. Donc, il est important de faire le suivi. Et dans le suivi, il est question d'accompagner l'équipe des ressources humaines dans la planification de la politique. Et comme livrable ici, il y a un document stratégique avec des axes d'intervention. Troisièmement, il est question de faire un plan d'action stratégique. Si nous voulons avoir une politique organisationnelle, nous devons avoir un plan d'action qui définit clairement les axes stratégiques, les actions implémentées et un calendrier, donc un chronogramme. Et comme livrable, quand nous faisons un plan d'action, il y a ce plan d'action de la politique et la réalisation des actions selon le calendrier que nous nous sommes donnés. Donc, ça, c'est dans le suivi et la mise en œuvre du plan. Comment est-ce que nous planifions une ressource humaine inclusive, la RH inclusive? Comment est-ce qu'on la planifie? Elle se base sur des critères objectifs. Ici, les critères sont les compétences. Il faut qu'on soit ouvert à l'inclusion et se fait en 4 étapes clés. Quelles sont ces étapes? Premièrement, nous devons être aptes à concevoir une offre d'emploi inclusive. Quand nous préparons une offre d'emploi, on doit s'assurer que les aspects inclusifs ressortent clairement. Cela est centré sur les objectifs du poste, les tâches essentielles, un intitulé du poste inclusif et neutre. Par exemple, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. La description des objectifs du poste et ses contraintes. Ensuite, nous devons publier dans divers réseaux et dans des différents formats. Une personne qui n'entend pas, qui ne voit pas, doit pouvoir avoir accès à l'information sur notre offre d'emploi. Donc, il y a le format électronique pour la lecture audio, l'affichage imprimé, avec une taille de police lisible, la mention de l'engagement en matière d'insertion socio-professionnelle inclusive. Au Cameroun, souvent, nous avons l'habitude, ou alors ce que nous constatons, à la fin de chaque offre d'emploi, on va préciser les candidatures des femmes et des personnes handicapées sont fortement encouragées. Donc, cette mention claire est importante parce que les personnes handicapées, généralement, vivent le repli sur soi. Donc, parfois, cette mention leur permet de se sentir en fonction de leur potentiel, de se sentir aptes ou alors capables à poser leur candidature. Ensuite, il y a la sélection des candidatures diversifiées. Divers moyens de diffusion de l'offre, nous l'avons rappelé plus haut, sur les sites d'offres d'emploi institutionnels, privés et réseaux spécialisés. Dans réseaux spécialisés, nous mettons ici, nous avons les réseaux des associations des personnes handicapées, donc il faut s'assurer que l'information leur parvient, peut-être par leur WhatsApp et autres. Et ensuite, il faut élaborer une grille d'analyse du candidat objectif. C'est pour ça que je vais revenir ici, parce que la dernière fois que nous avons abordé cette question, la question de l'éducation est revenue à maintes reprises. Donc, la personne handicapée qualifiée, à ce niveau, il faut que nous soyons capables. Il faut à ce niveau que nous ayons, quand on exige un diplôme, que ce diplôme-là soit disponible. À ce niveau, c'est un premier critère. Sinon, les profils du poste, nous ne répondrons pas. Donc, il y a les exigences multiformes, les diplômes, les qualifications, le temps d'entretien qui est à prendre en compte en fonction des spécificités, les questions objectives sur les compétences et les capacités relationnelles. Et enfin, il faut planifier une entrevue ou alors l'interview inclusive. Ici, on parle des bâtiments et des bureaux ou alors des bureaux accessibles. Si nous voulons recruter, pour planifier l'entrevue inclusive, il est important d'avoir un site d'accès facile pour tous. Ça veut dire que si une personne handicapée en fauteuil roulant, arriver à la salle d'entretien pour elle doit être quelque chose qui passe, ça doit être une norme, ça doit passer aussi facilement.
En matière d'inclusion professionnelle, nous avons ici le domaine de l'inclusion en milieu professionnel et un ensemble de défis. Et il est important dans cette présentation que nous essayons de prendre par type de déficience et relever les défis éventuels et proposer les mesures d'aménagement. Premièrement, ici, parler d'inclusion professionnelle, il est question de prendre en compte les défis des personnes vivant avec handicap. Cela aide sur deux volets. Le premier volet est bénéfique pour l'ensemble des employés. Et ici, on précise aussi les clients, ça peut être une structure qui fait dans la production des services de commerce. Et comme deuxième avantage, c'est construire une société plus humaine et juste. Pour les personnes déficientes physiques, c'est quoi leur défi en milieu professionnel? Rester debout ou assis longtemps est difficile. La manipulation de certains objets, le déplacement dans certains cadres du service. Et comme élément d'accessibilité, il y a le garde-corps d'escalier là, donc qui doit pouvoir permettre de soutenir. Les rampes d'accès, l'équipement et interrupteurs à hauteur accessible, les toilettes avec espace et garde-corps. Pour mesurer l'adaptation, qu'est-ce qu'il faut? La hauteur de bureau adaptable, l'adaptation du matériel. Ici, déficience physique ou alors parfois moteur. Nous avons ici, par exemple, sur la motocyclette adaptée. Et dans cet espace-ci, nous avons dans notre cadre de travail des agents de terrain, par exemple, qui doivent faire le terrain et ne peuvent pas marcher correctement. Une motocyclette, on prend une moto et on s'assure que la personne peut se déplacer en adaptant cela en un tricycle. Donc, cette moto devient une roue en avant et deux roues en arrière. Et ça permet à cet agent de terrain d'aller partout et d'exercer son travail librement en toute dignité. Donc, ça, c'est une mesure d'adaptation. Et pour ce qui est de l'organisation inclusive du travail, il faut prévoir du temps pour les déplacements en cas de réunion. Okay. Pour ce qui est des personnes déficientes auditives, le principal défi, la communication orale. L'accessibilité du bâtiment, les mesures, les affiches signalétiques, avec des couleurs pertinentes, rouge pour le danger, vert pour autoriser, système de détection incendie visuel. En termes d'adaptation au poste du travail, non. Mais en matière d'organisation inclusive du travail, il y a la communication écrite qui peut être un palliatif pour répondre à ces besoins. Pour ce qui est de la déficience visuelle, les défis sont principalement autour des déplacements et la lecture des documents non adaptés, braille ou audio. Pour ce qui est de l'accessibilité du bâtiment, il y a les problèmes, parfois les couloirs sans obstacle. En termes d'adaptation, un poste informatique adapté, les aides, les soutiens. Dans le cas d'espèce, nous avons à Promacam un agent. Donc, ici, nous mettons les soutiens, parfois le chauffeur, parce qu'il y a une moto qui va l'accompagner pour faire toutes ces tournées. En termes d'organisation inclusive du travail, il faut que la mesure se prenne temps pour les déplacements en réunion, prévoir les documents en braille ou alors audio. La déficience cognitive. Les principaux défis sont axés autour de la dyslexie, lecture avec beaucoup d'informations, multiples tâches en même temps, relations sur les codes implicites. En termes d'accessibilité, il n'y a pas d'éléments que nous relevons, mais en termes d'adaptation du poste de travail, il y a les éléments qui entrent en support bref de communication écrite, l'espace isolé pour concentration. Pour ce qui est de l'organisation inclusive du travail, il faut faire une planification des tâches et des horaires. La communication écrite concise et claire, support écrit et visuel. La communication inclusive en milieu professionnel.
Avec une personne déficiente physique, qu'est-ce que nous devons faire? Se mettre à sa hauteur pour parler. Si une charge semble lourde, proposer son aide. Avec une personne vivant avec une déficience auditive, regardez la personne en face. Beaucoup de personnes savent lire sur les lèvres. Si elle a un ou une interprète, regardez la personne quand même. Parlez clairement sur un ton habituel et à un rythme modéré. Donc, face à une personne déficiente visuelle, auditive, il faut on parle doucement parce que parfois, avec la lecture labiale, elle parvient à déchiffrer ce que nous transmettons comme message. Faire des phrases simples. Utiliser l'écrit si le besoin s'impose. Prévoir les versions écrites de directives. Donc, parfois, si l'employeur ou alors lors des réunions, il y a des directives données, nous, en tant que collaborateurs, parfois, il est important de relever ça par écrit pour permettre à notre collaborateur qui n'entend pas de pouvoir être au même niveau d'information que nous. Avec une personne vivant avec une déficience visuelle, il faut interpeller la personne par son nom lors d'une conversation. Proposer son bras pour la guider si elle désire. L'accessibilité des outils informatiques. Pour une personne déficiente cognitive, prendre le temps d'écouter et de comprendre. Avoir une expression accueillante pour mettre en confiance. Utiliser les phrases simples sans trop de détails. Donner du temps à la personne pour exprimer ses opinions. Prévoir les versions écrites des directives. Et pour le cas de la déficience intellectuelle, prendre le temps d'écouter et de comprendre. Si elle a un ou une accompagnante, s'adresser à la personne quand même. Avoir une expression accueillante pour mettre en confiance. Utiliser les phrases simples sans trop de détails. Utiliser un support visuel. Donner du temps à la personne pour exprimer ses opinions. Maintenant, cette deuxième partie, Promandicom Association, qui a une structure au Cameroun et qui œuvre au quotidien pour l'inclusion des personnes handicapées. Par conséquent, emploie, recrute les personnes handicapées pour faire son travail. Et ici, nous allons aborder son cas d'école, donc partager un peu notre expérience en matière d'emploi inclusif ou alors d'insertion socio-professionnelle inclusive. Premièrement, nous allons présenter Promandicom, qui est Promandicom Association. C'est une œuvre sociale privée laïque fondée le 15 août 1975 par le colonel français Daniel de Rouffignac, ancien de l'armée française, reconnu par le ministère des Affaires sociales sur décision. En fait, on va retenir que c'est en 1979 que le ministère des Affaires sociales reconnaît Promandicom. Et la localisation physique, c'est à Yaoundé, au Cameroun. Quelle est sa mission? Promandicom Association entend promouvoir toutes les actions susceptibles de développer l'autonomie personnelle collective des personnes handicapées à travers l'éducation, les soins de santé et la réhabilitation et l'inclusion sociale. Voilà. Quelles sont ces valeurs? Ces valeurs tournent autour des mots ci-après. Premièrement, l'amour, la solidarité, l'intégrité, la non-discrimination, l'impartialité et la résilience. Pour ce qui est des domaines d'intervention de Promandicom Association, nous avons le domaine éducatif à travers l'enseignement primaire et maternel, accueillant les enfants déficients. Nous avons l'accompagnement, la production des documents braille. Sur le plan social, nous avons l'appui psychosocial, l'offre de services limités aux personnes handicapées à travers le réseau DIBC. Mon collaborateur disait précédemment, nous sommes partis de la RBC, qui est la réhabilitation à base communautaire, aujourd'hui nous travaillons le paradigme DIBC. Nous avons un vaste réseau qui a pour rôle, premièrement, de travailler au niveau communautaire avec les familles, des enfants vivant de handicap, mais également l'approche des IBC nous interpelle à travailler avec les communes, avec les acteurs étatiques, pour permettre que les actions qu'on prend en amont prennent en compte les préoccupations des personnes handicapées. Dans le DIBC, cela vise un changement du système, des transformations du système,
au niveau du Cameroun, on parle des collectivités territoriales décentralisées. Donc, dans l'approche de l'IBC, on travaille avec les communes, on travaille avec les communautés pour que les actions en amont et en aval puissent, si elles prennent en compte les personnes handicapées de manière globale, nous avons un développement inclusif véritable. Ensuite, dans le plan de la santé, nous avons la réhabilitation à travers les offres de soins en kinésithérapie, en psychomotricité et ergothérapie, les soins oculaires et un atelier d'appareillage orthopédique. Et comme autre domaine d'intervention, nous œuvrons également dans la sauvegarde des enfants et des adultes à risque. Nous avons également une autre thématique qui est nouvelle, la gestion inclusive des risques de catastrophe. Et dans ce volet, nous appelons souvent ça chez nous la RRC, donc la réduction des risques de catastrophe. Nous sommes appuyés par un partenaire qui est CBM, Christian Blind Mission, qui finance un d'appui à la mise en place des systèmes d'alerte précoce, multi-risque inclusif en cas d'inondation dans la région du centre. Et donc, Nathalie Madier, qui est devant vous, est le chef d'œuvre de ce projet. Ensuite, nous avons comme dernier volet chez nous, la formation en informatique adaptée. Donc, nous offrons des services externes et également les personnes de la maison. Vous voyez, Gabriel, par exemple, utilise l'outil informatique de façon aisée. Donc, nous faisons également l'informatique adaptée. L'expérience de Promandicam en matière. Nous allons préciser ici que Promandicam Association est créée. Le motif emploi est à la base de la création de Promandicam. Et historiquement, nous allons remonter en 1975, où son fondateur, fidèle à la vision de voir un monde où les personnes handicapées sont épanouies et autonomes, mène des actions. Premièrement, la création des ateliers, deux spéculations, la couture et la menuiserie, pour accueillir les personnes handicapées. Et dans ce volet-là, les personnes handicapées sont orientées. Nous avons les déficients moteurs et les déficients auditifs qui sont orientés dans ces deux volets. Ça, c'est la création de la structure. Et ensuite, comme deuxième volet, il y a la mise en place des programmes d'alphabétisation. Cela ciblait les aveugles. Donc, pour apprendre aux personnes aveugles à écrire le braille. Ensuite, il y a eu une évolution. Et autour des années 93, nous avons la diversification des ressources. Donc, ce n'est plus seulement les personnes handicapées qui sont ciblées, mais également la formalisation des emplois avec pour effet l'amélioration du cadre de travail et de renforcement de la sécurité sociale des travailleurs. Et pour ce qui est du volet 3, Promandicam s'est également donné une mission de développer des partenariats pour pouvoir soutenir son action. Et ces partenariats sont, nous avons par exemple le CBM, qui est Christian Blind Mission, à travers ces programmes qui emploient toutes les catégories de personnes. Donc, nous avons 2 projets en cours à Promandicam. Et dans ces 2 projets, nous avons des personnes handicapées qui travaillent. Je vais parler ici du projet de renforcement de l'éducation et du projet d'appui à la mise en place des systèmes d'alerte précoce, donc la gestion des risques de catastrophes. Dans ces deux projets, les personnes handicapées sont membres, sont également personnels du projet. Et toujours dans le cadre de l'emploi inclusif, et notamment dans le volet du renforcement des capacités, nous avons la coopération canadienne qui est en cours à travers le programme Compétences, Leadership et Éducation, ce que nous appelons en abrégé le programme CLÉ, qui accompagne Promandicam de manière permanente dans le renforcement des capacités du personnel sur l'inclusion en milieu professionnel, en vue de l'amélioration des pratiques. La dernière action est l'organisation d'un forum sur la croissance de l'entreprise par l'insertion socio-professionnelle inclusive. Cette formation remonte au 21 novembre 2024, où nous avons tenu ce forum avec les entreprises du secteur privé, avec lesquelles nous avons eu du temps, de l'opportunité pour sensibiliser sur la prise en compte du handicap en milieu professionnel et l'emploi des personnes handicapées. Sur un autre plan,
la question liée à l'emploi est inclusive. Et étant donné que Promandicam ne peut pas absorber toutes les personnes handicapées, ne peut pas offrir le travail à toutes les personnes handicapées, nous menons également des actions extérieures en faveur de l'emploi. Nous relevons ici le plaidoyer pour l'emploi des personnes handicapées au sein des entreprises privées. Nous avons ici, cette action s'inscrit dans son plan d'action en axe 3 qui prévoit la sensibilisation des employeurs sur l'inclusion en milieu professionnel. Donc, la question de l'emploi est inscrite dans notre plan d'action. Et en 2022, Promandicam a mené un plaidoyer auprès des entreprises du secteur privé. Et comme indicateur, nous avons pu avoir 4 personnes handicapées qui ont été recrutées par une structure hôtelière. Je nommerai ici Hilton Hotel. Et ces personnes sont en poste. Et les retours que nous avons, c'est qu'elles travaillent, leurs postes de travail sont adaptés et elles donnent satisfaction à leur employeur. En interne, les statistiques. Quelles sont les statistiques? Promandicam emploie 34 personnes, dont 19 femmes. Dans le critère d'inclusion, la variable genre est prise en compte. Et parmi les 34 personnes, nous avons 14 personnes handicapées. Sur le plan des agrégations, 9 hommes handicapés et 5 femmes, parmi lesquelles la personne qui est devant vous. OK. Vous êtes surpris? Okay. En termes d'atouts, nous avons un cadre de travail qui est physiquement accessible. Nous avons les personnels formés sur l'inclusion. Il y a l'alphabétisation en braille. Donc, dans les programmes précédents, les employés ont eu l'opportunité d'être formés en braille, en langue des signes, ce qui facilite l'interaction dans la maison. Nous avons surtout le principe de la collaboration qui, jusqu'ici, elle est bonne, puisque nous parvenons à mettre nos efforts en symbiose pour produire les résultats. Et les postes de travail sont adaptés, les locaux sont accessibles, avec des dispositifs de guidage. Puisque nous avons une école inclusive, il y a des balises là, pour permettre aux enfants de ne pas pouvoir. Et une personne handicapée qui travaille à Promandicam ne peut pas se perdre, parce qu'elle donne tout le schéma, le nombre de pas, tout est maîtrisé. Et également, en termes d'outils de travail, pour les déficients visuels, les postes de travail sont adaptés avec les logiciels adaptés et les synthèses vocales. Donc, nous travaillons ensemble. Et comme autre atout, nous avons la complémentarité au poste. Donc, nous essayons de nous mettre ensemble et travailler mutuellement. Nous avons également comme dernier relais le soutien mutuel et la flexibilité entre les collègues. Donc, pour faire les associations, pour organiser de manière inclusive le travail, nous essayons de voir en fonction des capacités des unes et des autres, nous les mettons ensemble pour permettre de produire les rendements. Toutefois, nous n'allons pas dire que c'est parfait, voilà. Nous ne dirons pas que c'est parfait. Nous faisons face à des défis et nous avons également des perspectives que nous entrevoyons. Premièrement, au niveau national, la loi est claire, la loi a des belles phrases, mais nous avons encore un challenge relatif au respect des textes en vigueur en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Et en interne, au niveau de Promandicam même, il y a encore des défis financiers. Donc, il y a des améliorations, mais le monde évolue, nous avons le numérique et autres. Donc, tout est encore perfectible. Il y a l'acquisition des matériels et des équipements adaptés. Et troisièmement, nous relevons au lait, qui est le rendement, avec nos cibles qui sont des personnes handicapées, avec notre personnel qui sont des personnes handicapées. Les personnes handicapées employées parfois estiment être chez elles. Donc, c'est notre maison, c'est notre chose. Donc, en ce moment, elles ne font plus d'efforts en fait. Nous sommes employés. Et comme autre élément, les questions liées à la discipline. Nous relevons cela en fonction des difficultés parfois à se déplacer, le respect des horaires de travail. Et aussi, il y a d'autres volets qui sont parfois liés à la personne elle-même. Donc, ça c'est le non-respect, qui entraîne par conséquent le non-respect des procédures.
Donc, en fait, voilà les principaux problèmes auxquels nous faisons face. Et en termes de perspective, nous entrevoyons poursuivre davantage le marketing social, le plaidoyer pour l'emploi des personnes handicapées et, par conséquent, la valorisation de leurs talents. Donc, chers participants, voilà ainsi présenté notre expérience en matière d'emploi inclusif. Et sur ce, nous vous remercions pour votre bien-aimé. Donc, nous allons ouvrir la brèche d'échange, voilà, et nous remettrons, ça sera interactif, pourra intervenir, Gabriel peut intervenir. Je n'ai pas besoin de compléter parce que voilà, ça a été suffisamment exhaustif. Voilà. On vous a dit que nous sommes collaborateurs, on a fait le labo, on a un porte-voix, c'était. Merci. Donc, les questions? Il n'y a pas de questions. Si on n'a pas de bien compris. Bonjour. Vraiment, j'ai été ému par cette présentation. Je suis le représentant des handicapés en Oué, voilà, à l'intérim, parce qu'il y avait un président avant. Alors l'association s'est dessous et j'ai pris l'initiative de relever l'association avec mes propres moyens. Bien que je j'essaie de créer des activités de ceux qui sont handicapés afin de donner quelque chose aussi à manger, notamment la pêche, l'agriculture. On le fait, mais on n'est pas parlé par l'État, ni par les personnes mieux placées pour nous aider, il n'y a pas accessible. Bien, moi je me demande. Pleurer même quoi. C'est choquant. On n'est pas né pour être handicapé, on n'a pas voulu être des handicapés. Je pense bien que je prends pour que je sorte, chacun son destin. Je suis moi, il a bonne santé. Et moi, je suis là à l'âge de 8 ans. Par un médecin est là. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'est pas en charge de mon handicap. C'est compliqué. Presque pas, bien de moi. Je suis un travailleur autonome. Vraiment, je suis en bien d'espoir, je suis quelque part. Et quand je vois les autres comme moi souffrir, je deviens le bien-être universel pour les autres. Vivre pour les autres. Vous faites le bien-être universel que vous faites là en ce moment, c'est très bien. On vous demande est-ce que c'est possible que ces gens de personnes ici peuvent exister. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Ici, il y a un partage d'échanges, il y a un partage d'expérience. Le seul défaut que nous avons, c'est au niveau de l'ignorance. Nous sommes quelquefois ignorants. Je suis heureux justement que mes confrères camerounais soient venus et qu'ils aient dit ou qu'ils vous aient enseigné ce matin, mais c'est les mêmes choses que nous faisons ici au Gabon. Seulement, vous ne recherchez pas l'information. Non, on se contente d'être à la maison et par rapport à son confort, on y reste. Là, ça me donne l'occasion justement de me lever. Je me suis levé par rapport à votre question. Sinon, je ne me serais même pas levé. Même pas. Je suis M. Indouma Olivier, président de la Fédération nationale des associations d'aide et pour personnes handicapées du Gabon. Tout ce qu'ils viennent de dire, nous l'avons. Au Gabon, nous avons la loi 19/95. Nous avons été précurseurs avant même la ratification et la signature de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Nous sommes le deuxième pays subsaharien après le Burkina Faso. Le Burkina Faso a été le premier pays. Après, c'est le Gabon qui a ratifié
été mise dans ce document depuis 1995. Maintenant, il y a eu des défis. Et les défis, le plus souvent, c'est quoi? C'est que comme on ne recherche pas l'information, comme on ne va pas pour créer des structures solides, vous avez entendu, c'est une structure solide et bien assise. Mais or ici, on a un autre sport, la délation. On ne veut pas accompagner. Je suis venu à Port-Gentil, venu installer Madame Annie, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je suis venu ici à Port-Gentil pour venir installer Madame Annie. Mais combien approche Madame Annie? Combien? Au niveau éducationnel, nous avons fait avoir à certains enfants handicapés de la province de l'Ogooué-Maritime le bac. Mais ça, comme nous on ne fait pas de publicité, on n'en a pas besoin de la publicité, on n'en a pas besoin. Mais on n'en fait pas. Et vous voyez que c'est resté comme ça. Mais c'est quelque part. Au niveau de l'employabilité, je vais vous étonner. Mon prédécesseur s'appelait Régis Minou, il est encore vivant. Il est chef de service à l'hôpital de Mélène. Et là, je vais vous étonner, tous ceux qui sont là dans la salle. Les enfants autistes et les enfants déficients intellectuels, nous les avons fait travailler en mollo. Nous avons fait cette expérience avec, bon, c'est de la publicité, mais non, en mollo, ces enfants étaient réalistes. Ils étaient réalistes pour prouver justement que l'enfant autiste ou l'enfant déficient intellectuel peut travailler lorsqu'ils sont accompagnés. Et ils étaient accompagnés. Les responsables, comme on les avait sensibilisés, ils allaient prendre le matériel, ils venaient dans les rayons, ils mettaient les prix, etc. Et c'était une expérience qui s'était plus ou moins bien passée. Mais qui a gaspillé? Ce n'est pas les enfants autistes ou les enfants déficients intellectuels. C'est une autre catégorie de handicap. Et elle l'a dit lorsque le dernier défi qu'elle venait de citer, non-respect des heures. Non-respect des heures. C'est-à-dire, on vient à votre travail à 8 heures, vous venez à 10 heures. Mais ce n'était pas les enfants autistes, ni les enfants autistes. Non. C'était les autres. L'expérience est allée voir. Parce qu'il y a eu la confusion. Autre chose, lorsque vous avez et que vous-même vous y allez quelquefois dans les sociétés, avez-vous les références des lois qui vous permettent d'accéder à ces emplois? Non. Vous allez de vous-même pendant que vous avez des structures qui peuvent vous appuyer et vous accompagner. Voilà autre chose aussi. Petite anecdote. Il y a de cela 2 semaines, nous venons de faire engager une, je ne vais pas citer le nom, une déficiente visuelle à son poste. Elle est innée. Mais quand elle est revenue de la Tunisie, elle nous a amené. Nous lui avons dit ce qu'on appelle le plaidoyer, ce n'est pas un jour. Est-ce que tu seras patiente? Parce que c'est un combat. Elle a dit oui, elle va être patiente. Nous sommes allés voir les autorités. Ça a bloqué à gauche, ça a bloqué à droite, ça a bloqué. On a insisté. Et il y a 2 semaines, comme je le disais, elle m'appelle pour me dire le secrétaire général d'un ministère demande à ce qu'elle ait un certificat médical pour validation de son dossier. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé à 19 h le ministre de la Santé. J'ai dit à 19 h. Je lui ai dit, Excellence,
j'étais à votre bureau pour tel dossier. Vous vous en souvenez? Oui, mais votre secrétaire général refuse, ou du moins demande à ce qu'on lui présente un certificat médical. Il a dit quoi? Depuis quand? C'est à lui d'évaluer les compétences, est-ce que ses diplômes et autres. Il a appelé séance tenant le mardi qui a suivi. On a appelé cette jeune fille. Le secrétaire général a d'abord voulu la faire traîner pendant 1 heure de temps, mais à la fin, il a signé sa lettre d'affectation. Là où je vous parle, elle est au CHU d'Oviedo. Elle est au CHU d'Oviedo. C'est pour vous dire que l'employabilité des personnes handicapées est réelle. Les expériences amenons là. Que nous conforter les modèles et après aller les autorités pour dire, je vais vous donner un autre exemple. En Côte d'Ivoire, il y a un mécanisme qui tous les 2 ans, 250 personnes handicapées, que ce soit à la fonction publique ou au privé. Nous sommes en train en ce moment de discuter avec nos autorités pour dire un tel qui doit arriver au Gabon. Mais moi je suis désolé. Nous avons eu des accords que nous avons signés où les personnes handicapées devaient intégrer les centres, les nouveaux centres. Mais si la personne handicapée ne sont et aujourd'hui, vous allez à Crève Gabon, vous allez en trouver, vous allez dans les autres universités, vous allez... Mais c'est un combat. On a demandé par exemple à l'ANPG, excusez-moi de dire, on a demandé à l'ANPG que désormais, il faut un panier spécial pour le handicap. C'est-à-dire le dossier d'un enfant handicapé ne doit plus être mélangé avec les autres paniers. On a demandé au SOSUP de mettre une mention dans la fiche électronique handicap. C'est-à-dire celui qui va aller saisir son dossier, s'il est handicapé, il remplit, il télécharge son certificat médical, et quand ça va là-bas, ça tombe dans ce panier, et lorsque ça arrive à la commission de bourse et stade, automatiquement, le dossier est traité différemment et l'enfant à la bourse. Il y a plein de choses comme ça. Donc c'est-à-dire, rapprochez-vous, vous avez une déléguée à Port-Gentil. Elle n'hésite pas de m'appeler lorsqu'il y a des soucis. Et je lui dis, bon, on va... Et on réussit quand même à décanter certaines situations. Donc c'est dire que remercions ceux qui sont venus, déjà, nous apporter, parce qu'on va prendre des choses chez eux que nous on n'a pas pour les implémenter. Ok, je peux bouger. Merci. Donc, c'est moi la déléguée. Et je suis heureuse de vous voir parce que quand on préparait ce forum, M. Affanou est même venu à Bamba. Il a tenté de rencontrer, je pense, l'ancien président. Ça a été des échanges, comment dire, en haut, comme si on venait déranger. Et on était vraiment mal de savoir qu'on peut intégrer Ongo et Bamba et on n'arrive pas à avoir cet échange. Voilà, donc on va rester en contact. Je vous dis que vous-même, vous pouvez. D'accord? Moi, j'ai créé une association, je n'ai pas d'enfants
Et je pense qu'aujourd'hui, ils vont voir qu'on peut le faire. Voilà. Pour applaudir un langage de signes. Merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention du président Nkrumah. Ça me conforte parce que c'est souvent malaisant quand tu as l'impression que tu es seul à faire quelque chose. Surtout la question du handicap. Parce que c'est qui, même l'expérience que nous avons souvent eue, quand tu dis que ça se fait à tel endroit, on te dit oui, mais je me rappelle un de nos camarades qui est aujourd'hui professeur qui va monter une maître de conférence ces jours-ci, un produit de pro handicap, il est d'ailleurs membre du conseil aussi. Il dirige d'ailleurs le projet de publication d'un ouvrage collectif pour le cinquantenaire. Alors, quand il est sélectionné pour enseigner à l'université lors des 25 000 jeunes, quand il arrive à l'université, quand on se rend compte qu'il est déficient visuel, on veut lui faire perdre le poste. Et le recteur étant fin se dit, attention, il a déjà été signé le pré-contrat au lycée d'enseignement supérieur. C'est vrai que si l'université tente quelque chose là, c'est un procès dangereux. Mais il y a des gens entêtés qui voulaient à tout prix que cela se fasse. Comme quoi, c'est vrai qu'une personne handicapée, il ne va rien faire. Mais attention, lui, il était très près dans ce sens-là. D'ailleurs, il soutenait sa thèse sur les droits en histoire des relations internationales, sur les différentes conventions, etc., concernant les personnes handicapées. Donc, il était prêt à mobiliser tout. Et ça me rappelle donc, et effectivement, avant que, et il avait même commencé à se faire. C'est lors d'une réunion que le recteur me rassure que son cas est réglé. Et je sors de la prière, un soir, je suis que son cas est en train de passer à la radio. Je l'appelle immédiatement, non, arrête. En fait, voilà, telle chose, il n'y aura plus de problème. Et c'est souvent, ça me rappelle deux choses qu'on a pu constater avec le témoignage chez vous. C'est manque d'ignorance, c'est-à-dire qu'on ne se cultive pas beaucoup sur nos questions. Il faut vraiment toujours être strict sur ce qui se fait. Et on ne peut faire ça qu'en réseau. C'est d'où la deuxième chose. La deuxième chose, c'est la capacité à se mettre ensemble pour faire les plaidoyers. Oui, parce que quand on sait se mettre ensemble pour faire les plaidoyers, parfois, avec les réflexes qu'on acquiert dans ce cadre-là, je vous assure, on peut même aller faire seul. Mais et on se communique. Ces jours-ci, je ne dis pas le nombre de personnes, parce que le nombre de personnes en quelques mois qui ont été recrutées au Cameroun en situation de handicap. Pourquoi? À travers les plaidoyers, les mécanismes qu'on a définis ensemble, mais eux-mêmes, ils ont commencé à utiliser ça, ils sont allés eux seuls. Et ça a marché. Et puisqu'on se rend compte, il me dit que j'ai essayé, je suis en contact avec tel DG, je suis en contact avec tel représentant de telle organisation internationale. Et ça aboutit. Donc, la capacité à se mettre ensemble, définir des mécanismes, et même, on n'est pas toujours obligé d'attendre que c'est l'organisation qui porte le dossier, mais informer le dossier, informer l'organisation, que voilà, nous sommes en train, ou même des leaders reconnus, que nous avons engagé telle procédure-là, tu peux m'outiller un peu, donc un peu. Parfois même, l'information sert à quoi? À te dire, bon, attention, il y a telle erreur que tu vas commettre, évite-la, évite-la. Puisque pour mon cas, je vous dis que ça s'est aussi passé. Pour mon cas, il y a des situations où des gens se demandaient, ben, il va aller faire quoi? Quand j'ai réussi l'admissibilité, mais à l'oral, il y a des gens qui se disent au jury que je dois échouer. Et ça c'est sûr pourquoi, quand des camarades me disent, on n'a pas appelé le candidat, on a appelé le prochain candidat 5 minutes après toi quand tu es parti, j'ai dit merci, vous ne m'avez pas prévenu depuis. Mais moi je suis allé étant dans le mouvement étudiantin, je suis allé aussi cogner que, attention, il y a telle alerte qui s'est dressée et moi je considère que ça c'est un danger. Parce que pourquoi quand je sors, on fait 5 minutes avant d'appeler le prochain candidat, il y a eu une discussion et peut-être les gens ne s'entendaient pas. Et donc c'est comme ça que quelque chose m'a dit que certainement ils ont posé, il y a eu un retour par rapport au plaidoyer que je suis allé faire et qui m'a orienté. Un leader, toujours un de nôtres, que voilà, va voir telle personne. Ne pas directement parce que peut-être tu ne vas pas rencontrer le ministre, je t'envoie voir telle personne, elle va te recevoir. Et effectivement, j'ai rencontré la personne, elle m'a dit, oh lolo, c'est très dangereux. Elle m'a amené voir le ministre. Attention, le signe que tu dis est très dangereux. Donc parfois, il y a vraiment les réflexes. Et les réflexes là pour les développer, c'est en communiquant. Peut-être pas en allant, on ne prend pas le micro pour chanter que voilà, je suis en train de faire telle chose. Mais il y a des leaders que nous reconnaissons qui peuvent nous orienter. C'est très important.
Donc on peut obtenir ça comme recommandation. Hein. Voilà. S'informer et se constituer à réseau. Vraiment, c'est important. C'est important. Donc, je veux remercier les uns et les autres. Depuis mardi, nous sommes ensemble, nous avons appris beaucoup de choses. Vous avez appris beaucoup de choses. Moi, je n'étais même pas dans la salle. Nous avons appris. Et je tiens aussi à vous dire que nous sommes membres de la Commission nationale de rédaction des rapports sur les droits humains nationaux. C'est-à-dire, vous pensez là, quand vous êtes là, que les choses ne se font pas. Mais le Gabon a 230 recommandations et 3 rapports en retard depuis le 21 ans. Pas plus tard que la semaine dernière, je ne vais pas sortir beaucoup de choses, mais pas plus tard que la semaine dernière, nous avons finalisé un des rapports. C'est vous dire que lorsque nous intervenons là, à l'international, là, quand nous on a pris la plume là, quand ça revient, ça fait très mal pour le pays. Mais les gens ne voient pas ça parce que nous ne sommes pas là pour aller dans le monde. Donc, c'est vous rassurer que les choses sont en train de changer. Nous sommes national. Si vous avez lu la nouvelle constitution dans son préambule, on dit que le Gabon reconnaît les traités internationaux. Mais à cause de qui? Parce qu'on a tapé du poing. Ça veut dire quoi? Et le traité international est supérieur à la loi nationale. Donc ça veut dire que le Gabon ayant signé lui-même, quand nous, on écrit, on fait le rapport alternatif de la société civile gabonaise. Mais ça va là-bas. Il y a les ministres qui mettent la tête sur ça. Mais unissons-nous. Et nous allons voir des évolutions. C'était très important. Merci, Fédération. Unissons-nous. Il nous reste une journée très importante pour nous. Nous allons faire le résumé depuis mardi. Nous allons décliner nos objectifs et nous allons également présenter nos recommandations. Donc, nous avons invité l'entreprise, grâce à la médiation de monsieur le délégué spécial qui nous a reçus hier avec beaucoup d'honneur. Je voulais qu'elle dise parce que c'est les amis. Donc, j'ai reçu tout le monde hier et il était très. Et donc, demain, nous avons cette journée de discussion de nos travaux, les recommandations et notre comité local de suivi pour pouvoir ensemble élaborer un plan d'action. Et nous aurons besoin bien sûr de M. Ndouba, le commanditaire de la fondation OASI, un signe à sourire. Nous aurons besoin du lot. Nous aurons besoin de l'ambassade en France. N'oubliez pas que madame la conseillère chargée des affaires des péchés ici. Pour nous, c'est un honneur. Hein? Non, non. Donc demain, nous serons du côté, monsieur le grand imam nous a offert un espace chez lui et pour nous c'est un signal fort parce que vous savez que les communautés musulmanes, la conception du handicap, donc on va rentrer comme ça par la grande porte dans la communauté musulmane pour aller par le handicap et ce n'est pas rien. Donc la salle elle est modeste mais pour moi c'est le message qui est important, qui est grandiose. Donc demain 10h, qui pourront être là. Ceux qui ne pourront pas être là, ce n'est pas bien grave, nous avons votre numéro de téléphone, nous constituerons ce groupe et nous continuerons à travailler. Je vous remercie. Voilà.
Une photo de famille, s'il vous plaît, devant l'amendement.